Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de George Orwell 1984. Nous nous étions arrêtés lorsque Julia et Winston se retrouvèrent dans leur chambre habituelle, puisque Winston a récupéré le livre de O'Brien, a commencé à le lire. Il faudrait que Julia le lise, mais elle a un peu la flemme, et du coup, elle lui demande à Winston de lui lire quelques parties. Donc on va enchaîner, je pense, encore avec de la lecture de ce livre. Sans plus tarder, on va commencer. Mais juste avant, voilà, j'ai changé deux trois réglages sur le micro. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça sera un peu mieux. Et je ne demande pas souvent, j'en profite. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner, puisque plus de 80, presque 90%, je crois, des gens qui écoutent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc ça ferait plaisir. Un petit abonnement, ça ne coûte rien et ça encourage. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on continue notre lecture de ce chapitre 9 et on enchaînera avec le chapitre 10 pour mettre fin à cette deuxième partie. Les aiguilles de la pendule indiquent 6 heures, c'est-à-dire 18 heures. Ils ont 3 ou 4 heures devant eux. Il cale le livre contre ses genoux et lit. Chapitre 1. Ignorance et puissance. Depuis le commencement des temps historiques, et sans doute depuis le néolithique, il y a 3 catégories de gens dans le monde. Ceux d'en haut, ceux du milieu et ceux d'en bas. On les a subdivisés de maintes façons. On leur a donné d'innombrables noms, et leurs proportions ainsi que leur attitude les uns envers les autres ont changé au fil des époques. Mais la structure fondamentale de la société n'a pas bougé. Malgré des soulèvements considérables et des mutations irréversibles en apparence, le même schéma s'est toujours réaffirmé, tel un gyroscope qui revient à l'équilibre si loin qu'on l'ait poussé dans un sens ou dans l'autre. Julia, tu es réveillée? Oui, mon amour, je t'écoute. Continue, c'est merveilleux. Il continue donc. Les objectifs de ces 3 groupes sont rigoureusement inconciliables. La classe supérieure veut rester à sa place, la classe moyenne veut prendre la place de la classe supérieure et la classe inférieure, quand elle a un objectif, car c'est une de ses caractéristiques pérennes qu'écrasée par un travail abrutissant, elle n'a qu'une conscience intermittente de ce qui dépasse le quotidien, veut abolir toute distinction pour créer une société où les hommes seront égaux. C'est ainsi qu'à travers l'histoire, une lutte similaire dans ses grandes lignes ne cesse de se répéter. Pendant de longues périodes, la classe supérieure semble assurer sa suprématie, mais tôt ou tard, il arrive un moment où elle perd soit sa foi en elle, soit sa capacité de gouverner avec efficacité, soit les deux. Elle est alors renversée par la classe moyenne qui enrôle la classe inférieure dans ses rangs en lui faisant miroiter un combat pour la liberté et la justice. Sitôt son objectif atteint, cependant, la classe moyenne renvoie la classe inférieure à son éternelle servitude et s'arroge la position supérieure. Aussitôt, une nouvelle catégorie se détache de l'une ou de l'autre ou encore des deux et la lutte repart de plus belle. Des 3 groupes, seul celui du bas n'atteint jamais ses objectifs, ne serait-ce que temporairement. Il serait certes excessif de considérer qu'à travers l'histoire il n'y a jamais eu de progrès matériel. Aujourd'hui encore, malgré le déclin, le commun des mortels jouit de conditions de vie plus favorables qu'il y a quelques siècles. Cependant, malgré l'accroissement de la richesse, l'adoucissement des mœurs, malgré réformes et révolutions, l'égalité n'a pas avancé d'un pouce. Du point de vue des catégories inférieures, les changements historiques n'ont guère été que des changements de maître. Vers la fin du XIXe siècle, la récurrence de ce schéma a frappé plus d'un observateur. On a vu surgir des écoles de pensée qui interprétaient l'histoire comme un processus cyclique et se faisaient fort de montrer que l'inégalité était inhérente à la condition humaine. À l'évidence, cette doctrine avait toujours eu ses partisans, mais elle a pris un tour passablement différent alors. Par le passé, la nécessité d'une société hiérarchisée était une doctrine propre à la classe supérieure, prêchée par les rois, les aristocrates, les prêtres, les hommes de loi, ainsi que leurs parasites. Elle était le plus souvent adoucie par des promesses de compensation dans un monde imaginaire par-delà le tombeau. La classe moyenne, quand elle luttait pour prendre le pouvoir, l'avait toujours fait au nom de la liberté, de la justice et de la fraternité. À présent, cependant, le concept de fraternité humaine commençait à être battu en brèche par ceux qui n'étaient pas encore au pouvoir mais espéraient s'y trouver bientôt. Autrefois, la classe moyenne faisait ses révolutions sous la bannière de l'égalité pour mettre en place une nouvelle dictature sitôt l'ancienne renversée. Au contraire, les nouvelles classes moyennes proclamaient leur dictature d'avance. Le socialisme, théorie apparue au début du XIXe siècle et dernier maillon de la chaîne, remontant aux révoltes d'esclaves dans l'Antiquité, était encore profondément contaminé par l'utopisme des époques précédentes. Mais dans chacune de ces variantes, depuis les années 1900,
l'objectif visant à établir la liberté et l'égalité a été de plus en plus ouvertement abandonné. Les nouveaux mouvements apparus au milieu du siècle, le Sociang en Océanie, le néo-bolchevisme en Eurasie et le culte de la mort en Est-Asie se proposaient délibérément de perpétuer l'inégalité et l'illiberté. Bien entendu, ces nouveaux mouvements, nés des anciens, tendaient à conserver leur nom et rendre un hommage de pure forme à leur idéologie. Mais leur but commun était de geler le progrès et de figer l'histoire à un moment donné. Le fameux retour de balancier devait s'effectuer une fois et une seule. Comme d'habitude, la classe supérieure serait évincée par la classe moyenne qui prendrait sa place. Mais cette fois, grâce à une stratégie consciente, la classe désormais supérieure allait conserver sa position de manière permanente. Les nouvelles doctrines sont nées en partie de l'accumulation de connaissances historiques et d'un approfondissement du sens de l'histoire qui n'existait guère avant le XIXe siècle. Le mouvement cyclique de l'histoire était désormais intelligible, c'est en tout cas ce qu'on a cru. Intelligible, il devenait modifiable, mais la cause principale et sous-jacente, c'est que, depuis le début du XXe siècle, l'égalité était techniquement possible. Il n'en restait pas moins que les hommes ne naissaient pas égaux dans leur talent naturel et qu'il fallait spécialiser les fonctions, ce qui favorisait certains individus au détriment des autres. Toutefois, on n'avait plus véritablement besoin de distinction de classe ou de grandes disparités dans la richesse. Dans les temps anciens, les distinctions de classe étaient non seulement inévitables, mais souhaitables. L'inégalité était la rançon de la civilisation, mais avec le développement de la production industrielle, il n'en a plus été de même. S'il était encore nécessaire d'employer les hommes à des tâches différenciées, il ne l'était plus de les faire vivre à des niveaux sociaux ou économiques distincts. Par conséquent, aux yeux des nouveaux groupes qui s'apprêtaient à s'emparer du pouvoir, l'égalité entre les hommes n'était plus un idéal à conquérir, mais un danger à éviter. Dans des temps primitifs, où une société juste et pacifique était matériellement impossible, il avait été assez facile d'y croire. L'idée d'un paradis terrestre, où vivre ensemble sous le régime de la fraternité, sans loi ni labeur harassant, avait hanté l'imagination de l'homme pendant des millénaires, et cette vision avait su séduire jusqu'aux groupes bénéficiaires de chaque changement historique. Les héritiers des révolutions françaises, anglaises puis américaines avaient tout de même cru à leur propre mot d'ordre sur les droits de l'homme, la liberté d'expression, l'égalité devant la loi, etc. Et ils avaient même, dans une certaine mesure, réglé leur conduite sur ces principes. Mais à partir de la 4e décennie du XXe siècle, tous les grands courants de pensée politique ont été autoritaires. Le paradis terrestre a perdu tout crédit au moment même où il devenait accessible. Chaque nouvelle théorie politique, quel qu'ait été son nom, a signifié un retour à la hiérarchie et l'embrigadement. Et avec le durcissement général de perspective qui s'est installé vers 1930, des exactions oubliées de longue date, parfois depuis des siècles, incarcération arbitraire, asservissement des prisonniers de guerre, exécution publique, pratique de la torture pour extorquer des aveux, prise d'otages, déportation de populations entières, non seulement sont redevenues courantes, mais ont été tolérées voire défendues par des individus s'estimant éclairés et progressistes. Ce n'est qu'au bout d'une décennie de guerre nationale et civile, de révolutions et de contre-révolutions sur tous les continents, que le Sociang et ses théories rivales sont apparus comme parfaitement articulés. Mais ils avaient été annoncés par divers systèmes généralement considérés comme totalitaires, survenus plus tôt dans le siècle. Les grandes lignes du monde qui allaient émerger du chaos ambiant étaient évidentes depuis longtemps, et l'identité de ceux qui allaient diriger ce monde ne l'était pas moins. La nouvelle aristocratie se composait essentiellement de bureaucrates, de scientifiques, de techniciens, de leaders syndicaux, d'experts en publicité, de sociologues, de professeurs, de journalistes et de politiciens de métier. Ces gens, issus des classes moyennes et des échelons supérieurs de la classe ouvrière, avaient été façonnés et unis par le monde aride des monopoles industriels et du centralisme étatique. Comparés à leurs homologues des temps anciens, ils étaient moins cupides, moins épris de luxe et plus affamés de pouvoir pur. Surtout, ils savaient ce qu'ils faisaient et ils étaient bien décidés à écraser toute opposition, différence cruciale. Comparée aux tyrannies actuelles, celle du passé était molle et inefficace. Les dirigeants étaient toujours plus ou moins contaminés par les idées progressistes et ils s'accommodaient fort bien de laisser des boulons desserrés ici ou là et ne s'en intéressant qu'aux actes manifestes sans chercher à savoir ce que pensaient leurs administrés. À l'aune des critères modernes, l'Église catholique telle qu'elle était au Moyen-Âge passerait pour tolérante. L'une des raisons en est que, jadis, aucun gouvernement n'était en capacité de surveiller ses citoyens en permanence.
Or, l'invention de l'imprimerie a facilité la manipulation de l'opinion et le cinéma et la radio ont parachevé le processus. Le développement de la télévision et l'avancée technique permettant d'émettre et de recevoir à partir du même appareil ont signé la fin de la vie privée. Tout citoyen, ou du moins tout citoyen assez important pour qu'on le surveille, pouvait être placé 24 heures sur 24 sous le regard de la police et à portée de voix de la propagande officielle, à l'exclusion de tout autre canal de communication. Imposer une obéissance complète à la volonté de l'État, mais aussi une parfaite uniformité d'opinion sur tous les sujets devenait possible pour la première fois. Après la période révolutionnaire des années 50 et 60, la société s'est regroupée comme toujours en trois classes supérieures, moyennes et inférieures. Sauf que, contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau groupe dominant, loin de se fier à son instinct, savait ce qu'il fallait faire pour sauvegarder sa position. On était d'ailleurs arrivé depuis longtemps à la conclusion que le plus sûr fondement de l'oligarchie était le collectivisme. Les richesses et les privilèges se défendent bien mieux quand on les détient à plusieurs. La prétendue abolition de la propriété privée, survenue au milieu du siècle, s'est traduite, en réalité, par une concentration de la propriété entre moins de mains qu'auparavant, mais avec cette différence que les nouveaux possédants étaient un groupe et non des individus. À titre individuel, aucun membre du parti ne possède quoi que ce soit sinon quelques effets personnels négligeables. Collectivement, en revanche, le parti possède toute l'Océanie parce qu'il contrôle tout et dispose des produits comme il l'entend. Au cours des années qui ont suivi la Révolution, il a été en mesure de prendre le pouvoir sans rencontrer d'opposition ou presque, parce que le processus a été présenté comme une collectivisation. On avait toujours considéré qu'une fois la classe capitaliste expropriée, on verrait l'avènement du socialisme. Or, justement, les capitalistes venaient sans conteste d'être expropriés. Les usines, les mines, la terre, le bâti, les transports, tout leur avait été retiré. Et puisque ces biens n'étaient plus propriété privée, il s'ensuivait qu'ils devaient être propriété publique. Le Sociang, né des premiers mouvements socialistes et héritier de leur phraséologie, a de fait appliqué l'axiome essentiel du programme socialiste avec le résultat, anticipé et recherché, que l'inégalité économique est devenue permanente. Cependant, perpétuer une société hiérarchisée pose des problèmes de fond. Une classe dirigeante ne peut perdre le pouvoir que de 4 façons. En étant défaite par l'étranger, en gouvernant de manière si inefficace que les masses se révoltent, en permettant l'avènement d'une classe moyenne puissante et mécontente, ou en perdant son assurance et sa volonté de gouverner. Ces causes n'opèrent pas isolément, et en règle générale, les 4 sont réunies à des degrés variables. Une classe dirigeante capable de se prémunir contre elle resterait au pouvoir. En dernière analyse, le facteur déterminant en la matière n'est autre que son propre mental. Au-delà des années 50, le premier danger a de fait disparu. Chacune des 3 puissances qui se partagent le monde est en effet impossible à conquérir par les autres, sauf si de longs changements démographiques se produisaient, éventualité à laquelle peut aisément parer un gouvernement qui concentre les pouvoirs. Le deuxième danger est lui aussi purement théorique, car les masses ne se révoltent jamais spontanément et elles ne se révoltent jamais contre la seule oppression. Du reste, n'ayant aucun point de comparaison, elles ne prennent jamais conscience d'être opprimées. Les crises économiques récurrentes dans le passé ne répondaient à aucune nécessité et on sait aujourd'hui les éviter, mais d'autres déchirements qui sont aussi d'amplitude considérable peuvent se produire et se produisent parfois, sans avoir de retentissement politique, parce que le mécontentement ne trouve pas à s'organiser. Quant au problème de la surproduction latent dans notre société depuis le développement de la mécanisation, il est résolu par le biais de la guerre permanente, voire chapitre 3, qui permet aussi de mettre le moral du public au diapason adéquat. Du point de vue de nos dirigeants actuels, par conséquent, les seuls vrais dangers seraient la scission d'un nouveau groupe d'individus, compétents, sous-employés et avides de pouvoir, qui verraient croître le progressisme et le scepticisme dans leur rang. Il s'agit donc d'un problème d'éducation. Il convient de couler dans le moule la conscience du groupe dirigeant et celle du groupe plus vaste de cadres qui lui sont immédiatement subalternes. Quant aux masses, il suffit d'endormir leur conscience. Dans ce contexte, ceux qui ne la connaîtraient pas n'auraient aucun mal à inférer la structure de la société océanienne. Au sommet de la pyramide, Big Brother. Big Brother est infaillible et tout-puissant. Toute réalisation, tout succès, toute victoire, toute découverte scientifique, tout savoir, toute sagesse, tout bonheur et toute vertu sont le fruit de sa gouvernance, inspirée par elle. Personne ne l'a jamais vu. C'est un visage sur les affiches, une voix sur les télécrans.
Nous pouvons parier sans risque qu'il ne mourra jamais. D'ailleurs, on relève déjà des incertitudes considérables sur sa date de naissance. Big Brother est le visage que le parti désire montrer au monde. Il a pour fonction de cristalliser sur lui l'amour, la peur, la révérence, autant d'émotions plus faciles à ressentir pour un individu que pour un régime. Au-dessous de lui, le parti intérieur, limité à 6 millions de membres, soit 2% de la population océanienne. Au-dessous du parti intérieur, le parti extérieur, qui, si le parti intérieur est le cerveau de l'État, pourrait être assimilé à ses bras. Au-dessous encore vient la majorité silencieuse et abrutie de ceux qu'on appelle communément les prolos, et qui constituent quelques 85% de la population. Selon la classification adoptée plus haut, ils représentent la classe inférieure, sachant que les peuples esclaves des régions équatoriales, qui passent sans cesse d'un conquérant à un autre, ne seront ni permanents ni nécessaires à la structure. En principe, l'appartenance à l'un ou l'autre de ces trois groupes n'est pas héréditaire et théoriquement, un enfant né de parents membres du parti intérieur n'y a pas droit d'entrée ipso facto. L'admission au parti intérieur ou extérieur se fait sur concours à l'âge de 16 ans, et il n'y a pas de discrimination radicale ni de domination marquée d'une province sur une autre. Juifs, noirs et sud-américains d'ascendance purement indienne se rencontrent au sommet du parti et les administrateurs d'une région donnée se recrutent toujours parmi les habitants de cette même région. Nulle part en Océanie, les habitants n'ont le sentiment d'être colonisés et gouvernés depuis une capitale lointaine. L'Océanie n'a d'ailleurs pas de capitale. Quant à son chef en titre, personne ne sait au juste où il se trouve. À ceci près que l'anglais sert de langue de communication et que le néo-parlé est sa langue officielle, rien n'y est centralisé. Ces gouvernants ne sont pas unis par les liens du sang, mais par l'adhésion à une doctrine commune. Il est vrai que notre société est stratifiée, non sans rigidité, selon des critères qui pourraient paraître héréditaires. Il y a beaucoup moins de chassés-croisés entre les classes qu'il n'y en avait du temps du capitalisme ou même avant la révolution industrielle. Entre le parti intérieur et le parti extérieur, il y a bien quelques échanges, mais seulement pour s'assurer que les faibles soient exclus du parti intérieur et que les membres ambitieux du parti extérieur soient évacués par le haut. En pratique, il est exclu que les prolétaires soient promus membres du parti. Les plus doués d'entre eux, ferme potentiel de mécontentement, sont dans le collimateur de la mentopolis, qui se charge de les éliminer purement et physiquement. Mais cet état de choses n'est pas forcément permanent, on n'en fait pas une question de principe. Le parti n'est pas une classe au sens ancien du terme. Il n'a pas pour objectif de transmettre le pouvoir à ses enfants parce qu'ils sont des enfants, et si c'était le seul moyen d'assurer l'hégémonie de l'élite, il serait tout prêt à recruter une nouvelle génération dans les rangs du prolétariat. Lors des années cruciales, le fait qu'il ne soit pas un corps héréditaire a fait beaucoup pour neutraliser l'opposition. Les socialistes du temps, jadis formés à lutter contre les privilèges de classe, pensaient que ce qui n'était pas héréditaire ne saurait se pérenniser. Ils ne voyaient pas que la continuité d'une oligarchie n'a pas besoin d'être matérielle, et ils n'ont pas pris le temps de réfléchir que les aristocraties héréditaires ont toujours été de courte durée, alors que les instructions ou l'adhésion reposaient sur un choix, tel l'Église catholique, ont parfois duré des siècles, voire des millénaires. L'essence du gouvernement oligarchique n'est pas une transmission de père à fils, mais la persistance d'une certaine vision du monde et d'un certain mode de vie imposé par les morts aux vivants. Une classe dominante ne demeure dominante que tant qu'elle est en mesure de désigner ses successeurs. Le parti ne cherche pas à perpétuer son sang, mais à se perpétuer lui-même. L'identité de ceux qui détiennent le pouvoir n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la structure hiérarchique reste la même. Tous les goûts, toutes les convictions, les habitudes, les émotions, les attitudes mentales qui caractérisent notre temps visent à entretenir le mystique du parti et à masquer la vraie nature de la société actuelle. La révolte matérielle, ou tout mouvement qui pourrait y mener, n'est plus possible. De la part des prolétaires, rien à craindre. Livrés à eux-mêmes, ils vont continuer de génération en génération et de siècle en siècle à travailler, se reproduire et mourir, non seulement sans la moindre velléité de rébellion, mais sans même entrevoir que le monde pourrait être tout autre. Ils ne deviendraient dangereux que dans le cas où les avancées technologiques exigeraient qu'ils aient un niveau d'instruction supérieur. Mais puisque les rivalités militaires et commerciales n'ont plus d'importance, le niveau d'instruction du peuple baisse, au contraire. Les opinions, qu'il se fait ou ne se fait pas, sont considérées comme nulles et non avenues. On peut lui accorder la liberté intellectuelle puisqu'il n'a pas d'intellect.
En revanche, chez un membre du parti, il n'est pas question de tolérer la moindre déviance sur quelque sujet que ce soit. Du berceau de la tombe, le membre du parti vit sous l'œil de la mentopolice. Où qu'il soit, qu'il veille ou qu'il dorme, travaille ou se repose dans son bain, dans son lit, il peut être inspecté sans préavis et à son insu. Rien de ce qu'il fait n'est nul et non avenu. Ses fréquentations, la façon dont il se détend, dont il traite sa femme et ses enfants, l'expression de son visage lorsqu'il est seul, les mots qu'il marmonne dans son sommeil, et jusqu'aux mouvements caractéristiques de son corps, tout est passé au crible. Tout écart de conduite, toute excentricité, fût-elle mineure, tout changement dans ses habitudes, tout tic nerveux qui soit le symptôme d'un conflit intérieur seront immanquablement détectés. Il n'a pas la moindre liberté de choix dans le moindre domaine, alors même que ses actes ne sont pas régis par la loi ou par un code de conduite clairement formulé. Il n'y a en effet pas de loi en Océanie. Les pensées et les actes qui, une fois découverts, signeraient son arrêt de mort, ne sont pas formellement interdits et les purges, les arrestations, les tortures, les incarcérations et les vaporisations sans fin ne sont pas la punition de crimes effectivement commis, mais visent simplement à rayer de la carte des individus susceptibles de commettre un crime dans l'avenir. D'un membre du parti, on exige qu'il ait non seulement les opinions correctes, mais les instincts corrects. Parmi les opinions et attitudes attendues de lui, beaucoup ne sont jamais préconisées clairement, car alors seraient mises au jour les contradictions inhérentes au sociang. Si sa pente naturelle le porte à l'orthodoxie, s'il est, en néo-parler, bon penseur, il saura en toutes circonstances et sans avoir besoin de réfléchir quelles sont la conviction juste et l'émotion appropriée. Mais de toute façon, le formatage qu'il subit depuis l'enfance et qui se cristallise autour de mots-clés du néo-parler comme altocrime, noir-blanc et double pensée lui ôte tout désir et toute faculté d'approfondir quelque sujet que ce soit. Le membre du parti ne doit éprouver aucune émotion personnelle, son enthousiasme ne doit connaître aucun passage à vide. On attend de lui qu'il vive en permanence dans un état de haine exacerbée contre les ennemis étrangers et les traîtres autochtones, triomphant au moment des victoires, mais toujours humble devant la puissance et la sagesse du parti. Les frustrations occasionnées par sa vie aride et peu gratifiante trouvent des exutoires soigneusement ménagés sous la forme de dispositifs comme les 2 minutes de haine. Quant aux spéculations susceptibles d'évoluer vers une attitude sceptique, voire contestataire, elles sont tuées dans l'œuf par une discipline intérieure précocement acquise. Le premier stade de cette discipline, dite altocrime en néo-parler, peut être inculqué dès la petite enfance. Le altocrime, c'est la faculté de s'arrêter net, instinctivement sur le seuil de toute pensée dangereuse. Il comprend la capacité d'ignorer les analogies, les erreurs logiques, de rester fermé à ses arguments qui seraient en désaccord avec le sociang, de juger fastidieuse ou rebutante toute pensée qui prendrait une tournure hérétique. Bref, le altocrime, c'est un rempart de stupidité, mais la stupidité ne suffit pas. Au contraire, l'orthodoxie, au sens plein du terme, requiert que le sujet exerce sur ses processus mentaux le contrôle du contorsionnisme sur son corps. En dernière analyse, la société océanienne repose sur l'axiome que Big Brother est omnipotent et le parti infaillible. Mais comme en réalité Big Brother n'est pas omnipotent ni le parti infaillible, on a besoin d'une flexibilité inlassable dans le traitement des faits au jour en jour. En l'occurrence, le mot-clé est noir-blanc. Comme tant d'autres vocables en néo-parler, il a deux sens antithétiques. Appliqué à un adversaire, il renvoie à l'habitude de soutenir, contre toute évidence et sans vergogne, que le noir est blanc. Appliqué à un membre du parti, il renvoie au bon vouloir qui lui fera dire que le noir est blanc si la discipline du parti l'exige. Mais il signifie aussi la capacité de le croire, voire d'en être sûr, et d'oublier du même coup qu'on a pensé le contraire. Cela demande une modification continue du passé, modification rendue possible par le système de pensée qui englobe tout le reste et qu'on appelle en néo-parler le double pensée. Modifier le passé est impératif pour deux raisons, dont la première est accessoire et pour ainsi dire préventive. Cette raison subsidiaire, c'est que le membre du parti, comme le prolétaire, tolère ses conditions de vie actuelles parce qu'il n'a pas de point de comparaison. Il doit donc être coupé du passé comme il l'est des pays étrangers, car il est nécessaire qu'il croie ses conditions de vie meilleures que celles de ses ancêtres et soit convaincu que le niveau moyen de confort matériel ne fait qu'augmenter. Mais la raison infiniment plus importante de rectifier le passé, c'est le besoin de sanctuariser l'infaillibilité du parti.
Il ne s'agit pas seulement de réactualiser les discours, les statistiques et les archives en tout genre pour prouver que les prévisions du parti étaient justes à 100%. C'est aussi que tout changement de doctrine ou d'alliance est inavouable. Changer d'avis, et même de politique, serait un aveu de faiblesse. Par conséquent, si l'Eurasie ou l'Estasie est l'ennemi du jour, c'est que ce pays a toujours été l'ennemi. Et si les faits disent le contraire, alors il faut changer les faits. C'est ainsi qu'on réécrit l'histoire en permanence. La falsification au jour le jour du passé, telle qu'elle a entreprise le ministère de la Vérité, est tout aussi nécessaire à la stabilité du régime que l'œuvre de répression et d'espionnage entreprise par le ministère de l'Amour. La plasticité du passé est le pivot du Sosyang. Les événements passés n'ont aucune existence objective, soutient-on. Ils ne survivent que dans des documents écrits et dans la mémoire des hommes. Le passé, c'est ce sur quoi s'accordent les archives et la mémoire. Or, dans la mesure où le parti contrôle les documents et les esprits, le passé est ce qu'il choisit d'en faire. Par voie de conséquence, tout en étant modifiable, il n'a jamais été modifié dans une occasion précise, puisque sitôt qu'il a été recréé à la demande, la nouvelle version devient le passé, à l'exclusion de tout autre. Cela demeure vrai, même lorsque, et le cas n'est pas rare, un événement a été modifié plusieurs fois au cours d'une même année, au point d'être méconnaissable. À tout moment, le parti détient la vérité absolue, et l'absolu ne saurait changer. On va voir que le contrôle du passé repose essentiellement sur l'entraînement de la mémoire. Faire en sorte que tous les écrits soient en phase avec l'orthodoxie du moment n'implique qu'un geste mécanique. Mais il faut également se souvenir que les événements se sont déroulés à la manière désirée. En outre, s'il est nécessaire de reclasser ses souvenirs ou de falsifier les archives, il est non moins nécessaire d'oublier qu'on l'a fait. L'astuce pour parvenir à ce résultat s'apprend aussi bien que toute autre technique mentale. Elle est d'ailleurs assimilée par la majorité des membres du parti et sans aucun doute pour tous ceux qui allient intelligence et orthodoxie. En obso-parlé, on disait crûment contrôle de la réalité. En néo-parlé, on dit double pensée, terme qui couvre un champ beaucoup plus vaste. Le double pensée, c'est la faculté d'entretenir deux convictions contradictoires en même temps et de les accepter toutes deux. L'intellectuel du parti sait dans quel sens il faut modifier ses souvenirs. Il sait qu'il manipule la réalité. Mais par cet exercice de double pensée, il s'assure aussi que la réalité n'est pas violée. Le processus doit être conscient, faute de quoi il ne pourrait être mené avec assez de précision. Mais il faut aussi qu'il soit inconscient, faute de quoi il conduirait à un sentiment de malhonnêteté et donc de culpabilité. Le double pensée est au cœur même du Sosyang, puisque la posture majeure du parti est de recourir sciemment à la tromperie tout en conservant la fermeté de propos qui va de pair avec la plus parfaite honnêteté. Raconter des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement, oublier un fait devenu dérangeant et puis, le cas échéant, le tirer de l'oubli le temps nécessaire, nier l'existence d'une réalité objective et dans le même temps prendre en compte la réalité qu'on nie. Autant d'impératifs. Pour employer le mot double pensée, il est nécessaire d'exercer soi-même le double pensée, car l'employer, c'est reconnaître qu'on truque la réalité. Il faut donc recourir de nouveau au double pensée pour en effacer la conscience, et ainsi de suite, à l'infini, le mensonge précédent, toujours la vérité d'une courte tête. En dernière analyse, c'est bien par le biais du double pensée que le parti a été en mesure, et autant qu'on sache le sera, peut-être encore dans 1000 ans, d'arrêter le cours de l'histoire. Les oligarchies du passé ont perdu le pouvoir tantôt par rigidité, tantôt par laxisme, lorsque, par bêtise et par arrogance, elles se sont montrées incapables de s'adapter aux circonstances, elles se sont fait renverser. Lorsqu'elles sont devenues progressistes et pusillanimes, qu'elles ont concédé quand elles auraient dû sévir, elles se sont fait renverser aussi. Autrement dit, elles sont tombées par aveuglement comme par lucidité. Au contraire, le parti a réussi à produire un système de pensée qui allie les deux conditions, et c'est la seule base intellectuelle possible pour assurer sa suprématie. Quand on gouverne et qu'on doit continuer à gouverner, on doit savoir dédoubler le sentiment de la réalité. Car le secret de celui qui gouverne est d'allier la croyance en sa propre infaillibilité avec la capacité de tirer les leçons d'erreurs passées. Faut-il le dire, les praticiens les plus subtils du double pensée ne sont autres que ceux qui l'ont inventé et sont donc bien placés pour savoir qu'il consiste à ériger la mauvaise foi en système.
Dans notre société, ceux qui sont le mieux éclairés sur l'événement sont aussi ceux qui sont le plus éloignés de voir le monde tel qu'il est. En général, mieux on comprend, plus on se leurre. Plus on est intelligent, moins on raisonne sainement. On en trouvera une illustration sans équivoque dans le fait que l'hystérie guerrière augmente avec le niveau social. Ceux qui ont l'attitude la plus sensée vis-à-vis de la guerre sont les peuples sujets des territoires disputés. Ils la tiennent pour une calamité continuelle qui roule leur corps dans un flot à la manière d'une lame de fond. L'identité du vainqueur leur indiffère totalement. Ils ont conscience que le changement de seigneur signifie simplement qu'ils vont continuer à assurer les mêmes tâches pour de nouveaux maîtres qui les traiteront comme les anciens. Les travailleurs à peine plus favorisés, que nous nommons les prolos, n'ont qu'une conscience intermittente de la guerre. En cas de nécessité, on peut aiguillonner leur peur et leur haine, mais tant qu'on les laisse tranquilles, ils sont capables d'oublier pendant de longues périodes qu'ils sont en guerre. C'est bien dans les rangs du parti intérieur surtout, que se rencontre le véritable zèle guerrier. La conquête du monde, ceux qui y croient dur comme fer, sont ceux-là même qui le savent impossible. Ce couplage si particulier des antithèses, savoir et ignorance, cynisme et fanatisme, est l'un des traits distinctifs majeurs de la société océanienne. L'idéologie officielle abonde en contradictions qui ne sont pas dictées par des raisons pratiques. Ainsi, le parti rejette et dénigre les principes qui ont fondé le socialisme des origines, et il le fait au nom du socialisme. Il professe à l'égard de la classe ouvrière un mépris sans précédent dans les siècles passés, et il revêt ses propres membres d'un uniforme qui était jadis l'image du travailleur manuel et a été choisi pour cette raison. Il mine systématiquement la solidarité de la famille et il donne à son chef un nom qui renvoie directement à la loyauté familiale. Les noms des 4 ministères qui nous gouvernent contredisent à dessein leur vraie nature. Le ministère de la paix s'occupe de la guerre. Le ministère de l'amour s'occupe de la torture. Le ministère de la vérité, de la propagande et celui de l'abondance, de la disette. Ces contradictions ne doivent rien au hasard et ne relèvent pas davantage de la simple hypocrisie. Ce sont des applications strictes du double pensée, car ce n'est qu'en conciliant les contradictions qu'on garde le pouvoir indéfiniment. Le sempiternel cycle ne pouvait être rompu autrement. Si l'égalité entre les hommes doit être proscrite à tout jamais, si la classe supérieure, comme on l'a nommé, veut garder sa suprématie, alors l'état d'esprit ambiant doit se ramener à une démence maîtrisée. Une question demeure que nous avons presque ignorée jusqu'ici. Pourquoi faudrait-il proscrire l'égalité entre les hommes ? À supposer que les mécanismes du processus aient été décrits correctement, qu'est-ce qui motive cet effort colossal et raisonné pour figer l'histoire en un point donné ? C'est là que nous touchons au secret central. Nous l'avons vu, la mystique du parti intérieur surtout, repose sur le double pensée. Mais derrière lui se trouve le mobile originel, l'instinct jamais remis en question qui a permis la prise de pouvoir, et dans son sillage le double pensée, la mentopolis, la guerre permanente et autres accessoires du même type. Or, ce mobile, c'est... Winston perçoit le silence qui l'entoure comme on perçoit un bruit. Il a l'impression que Julia est immobile depuis un moment. Elle est couchée sur le flanc, poitrine dénudée, sa joue repose sur sa main, une boucle brune lui retombe sur les yeux. Son souffle est lent et régulier. « Julia ?» Pas de réponse. « Julia, tu es réveillée ?» Pas de réponse. Elle dort. Il referme le livre, le pose sans bruit sur le sol, se recouche et tire le couvre-lit sur eux. Il n'a toujours pas appris le secret suprême. Il a bien compris comment, il ne comprend pas pourquoi. Le chapitre 1, comme le chapitre 3, ne lui a rien appris dont il n'ait pas déjà connaissance. Il n'a fait que systématiser ce qu'il savait. Mais maintenant qu'il l'a lu, il sait mieux qu'avant qu'il n'est pas fou. Appartenir à une minorité, se réduirait-elle à un seul individu, ne fait pas de toi un fou. Il y a la vérité et la contre-vérité, et si tu t'accroches à la vérité envers et contre tout, tu n'es pas fou. Un rayon oblique du couchant passe par la fenêtre et dore l'oreiller. Il ferme les yeux. Le soleil sur son visage, le corps soyeux de la fille qui touche le sien, lui procure une sensation de force et de confiance propice au sommeil. Il est en sécurité, tout va bien. Il s'endort en murmurant « La santé mentale n'est pas affaire de statistiques », pénétré de la sagesse de cette remarque. Chapitre 10. Il s'éveille avec la sensation d'avoir dormi longtemps.
Mais un coup d'œil à la vieille pendule lui dit qu'il n'est que 20h30. Il se laisse aller encore un moment à la somnolence, puis les paroles familières, chantées à plein poumon, retentissent dans la cour. C'était une romance d'un jour, qu'a fané comme un rêve de mai, un regard, rien qu'un mot, et l'amour m'a volé, mon pauvre cœur, à jamais. Il faut croire que l'engouement pour cette rengaine ne faiblit pas. On l'entend encore partout. Elle a survécu à l'hymne de la haine. Elle réveille Julia qui s'étire voluptueusement et sort du lit. J'ai faim. On va refaire du café. Mince, le réchaud s'est éteint. L'eau est froide. Elle prend le réchaud et le secoue. Il n'y a plus de pétrole dedans. Le vieux Charrington va bien nous en donner. C'est drôle. J'étais sûr qu'il était plein. Je me rhabille. La fraîcheur tombe, on dirait. Winston se lève et s'habille à son tour. La voix infatigable poursuit. Il paraît que le temps nous guérit. Il paraît qu'avec lui, tout s'oublie. Les rires et les pleurs de nos amours. Oui, mais moi, je suis blessé pour toujours. Tout en bouclant la ceinture de sa combinaison, il s'approche de la fenêtre. Le soleil s'est caché derrière les maisons, il n'éclaire plus la cour. Les pavés sont humides comme si on venait de les laver. On dirait que le ciel a été lavé lui aussi, dans son bleu éclair et frais entre les drapeaux des cheminées. La femme va et vient, sans répit, bouche ouverte puis bouche fermée sur les épingles à linge, tantôt chantant, tantôt muette. Elle pend des couches, encore et toujours. Il se demande si elle le fait pour gagner sa vie ou si elle est l'esclave de 20 ou 30 petits-enfants. Julia la rejoint. Ensemble, ils contemplent avec une sorte de fascination la silhouette charpentée. Comme il regarde la femme dans la posture caractéristique, croupe puissante cambrée, bras épais levés vers la corde, il est pour la première fois frappé par sa beauté. Il n'aurait jamais pensé que le corps d'une femme de 50 ans, enflé par les maternités puis durci et racorni par le travail jusqu'à présenter le grain d'un navet blêt, puisse être beau. Mais c'est un fait, et au fond, pourquoi pas? Ce corps monolithique, tel un bloc de granit, cette peau rougie et rêche, sont à ceux d'une jeune fille ce que la baie d'églantier est à sa fleur. Pourquoi faudrait-il que le fruit lui cède en beauté? Elle est belle, murmure-t-il. Elle fait du 52 tours de hanche, à l'aise, observe Julia. C'est son genre de beauté. La taille souple de Julia tient sans peine au creux de son bras. Leurs flancs se touchent de la hanche au genou. De leur corps, aucun enfant jamais ne naîtra. C'est la seule chose qu'ils ne pourront jamais faire. Ce n'est que par le bouche à oreille, de pensée à pensée, qu'ils transmettront le secret. La femme d'en bas n'a pas de pensée. Elle n'a que la force de ses bras, son cœur chaud et son ventre fertile. Il se demande combien d'enfants elle a mis au monde. Facilement 15, peut-être. Elle a eu son heure d'efflorescence, sa beauté d'églantine a duré 1 an peut-être, puis elle s'est mise à gonfler comme un fruit fécondé, elle est devenue dure, rougeaude, rugueuse, et elle a passé sa vie à laver, cuisiner, frotter, repriser, balayer, cirer, ravauder, frotter, lessiver. Pour ses enfants d'abord, puis pour ses petits-enfants. Plus de 30 ans sans désemparer. Et au bout de 30 ans, elle chante encore. La révérence mystique qu'il éprouve à son endroit se fond il ne sait comment avec la vision du ciel clair et son nuage qui s'étend à perte de vue derrière les cheminées. C'est drôle de se dire que le ciel est le même pour tout le monde, en Eurasie, en Estasie et ici, et que les hommes sous ce ciel sont eux aussi très semblables par centaines de milliers de millions à travers le monde, ignorant l'existence les uns des autres, séparés par des murs de haine et de mensonges et pourtant presque exactement semblables, des hommes qui n'ont jamais appris à penser, mais accumulent dans leur cœur et leur ventre et leurs muscles la puissance qui renversera un jour le monde. S'il y a un espoir, il est du côté des prolos. Sans avoir lu le livre jusqu'au bout, il devine que ce doit être le message final de Goldstein. L'avenir appartient aux prolos. Mais peut-il être sûr que, leur heure venue, le monde qu'ils construiront ne lui sera pas tout aussi étranger à lui, Winston Smith, que celui du parti? Oui, il peut en être sûr parce que ce sera du moins un monde de raison. Là où règne l'égalité, règne aussi la raison. Tôt ou tard, le temps viendra, la force se changera en conscience. Les prolos sont immortels? Comment en douter en regardant cette vaillante silhouette dans la cour? Au bout du compte, leur réveil adviendra, et d'ici là, quand bien même il faudrait patienter un millénaire, ils resteront en vie contre toute attente,
tels les oiseaux du ciel, se transmettant par la voix du corps la vitalité que le parti ne partage pas et qu'il ne parvient pas davantage à étouffer. Te souviens-tu la grive qui chantait pour nous la première fois en lisière du bois? Elle ne chantait pas pour nous, répond Julia. Elle chantait pour son plaisir. Même pas. Elle chantait, c'est tout. Les oiseaux chantent, les prolos chantent, le parti ne chante pas. À travers le monde, à Londres, à New York, en Afrique et au Brésil, et dans les terres mystérieuses et interdites au-delà des frontières, dans les rues de Paris et de Berlin, dans les villages de la plaine russe infinie, dans les bazars de Chine et du Japon, partout se dresse cette figure massive et indomptable, rendue monstrueuse par le travail et les maternités, qui trime de la naissance à la mort et qui chante encore. De ces reins puissants, une race d'êtres lucides devra naître un jour. Vous êtes les morts, à eux l'avenir. Mais vous pouvez partager cet avenir en maintenant l'esprit en vie, comme ils maintiennent le corps en vie, et en transmettant la doctrine secrète qui dit que 2 et 2 font 4. Nous sommes les morts, dit-il. Nous sommes les morts, répète pieusement Julia. Vous êtes les morts, dit une voix d'acier derrière eux. Ils se séparent d'un bond. Winston sent ses tripes se glacer. Il voit les blancs des yeux de Julia autour de ses iris. Le visage de la jeune femme a tourné au jaune laiteux. La traînée de rose qui subsiste sur ses pommettes ressort violemment, presque comme si elle flottait sur la peau. Vous êtes les morts, répète la voix d'acier. Il était derrière le tableau, souffle Julia. Il était derrière le tableau, dit la voix. Restez où vous êtes, pas un geste, tant qu'on ne vous l'ordonne pas. Ça commence enfin. Ils ne savent que se regarder dans les yeux. Prendre la fuite, se sauver de la maison avant qu'il ne soit trop tard ne leur traverse pas l'esprit. Impossible de désobéir à la voix qui vient d'un mur. On entend un claquement, comme un loquet qu'on tournerait, puis un bruit de verre cassé. Le tableau est tombé, découvrant le télécran caché derrière lui. Maintenant il nous voit, dit Julia. Maintenant nous vous voyons. Mettez-vous au milieu de la pièce, dos à dos, mains croisées derrière la tête, sans vous toucher. Ils ne se touchent pas. Pourtant, Winston a l'impression de sentir le corps de Julia trembler, à moins que ce ne soit lui qui tremble. Il arrive tout juste à ne pas claquer des dents, mais ses genoux flageolants, bruit de bottes en bas, dans la maison et au dehors, apparemment la course est remplie d'hommes. On tire un objet sur les pavés, la chanson de la femme s'est interrompue brutalement. Un choc métallique résonne longuement, comme si on avait lancé la bassine à l'autre bout de la cour. Puis, des cris de colère fusent dans le plus grand désordre et s'achèvent par un hurlement de douleur. La maison est cernée, dit Winston. La maison est cernée, dit la voix. Julia claque des mâchoires. Alors, on n'a plus qu'à se dire au revoir. Vous n'avez plus qu'à vous dire au revoir, dit la voix. Et puis une autre voix, tout à fait différente, une petite voix cultivée que Winston a l'impression d'avoir déjà entendue, interrompt. Tiens, à propos, voici une chandelle pour monter dans ta chambrette, et voilà le couperet qui te coupera la tête. Quelque chose s'écrase sur le lit, dans le dos de Winston. Le haut d'une échelle vient de passer par la fenêtre en fracassant le cadre. Quelqu'un entre. On entend un piétinement de bottes dans l'escalier. La pièce est pleine d'hommes massifs, vêtus d'uniformes noirs, bottes ferrées aux pieds, matraque à la main. Winston ne tremble plus. Ses yeux eux-mêmes bougent à peine. Il n'a qu'une idée en tête, se tenir tranquille pour ne pas leur donner prétexte à cogner. Un homme, joue glabre de boxeur et bouche réduite à une fente, s'arrête face à lui en lui balançant sa matraque entre le pouce et l'index d'un air pensif. Winston croise son regard. L'impression de nudité qu'il éprouve, main derrière la nuque, visage et corps exposés, est presque insoutenable. L'homme tire un bout de langue blanche, lèche ce qui lui tient lieu de lèvres et poursuit son chemin. Un autre fracas se fait entendre. Quelqu'un a pris le presse-papier sur la table et l'a brisé en miettes sur la pierre de la cheminée. Le fragment de corail, minuscule tortillon pareil au bouton de rose en sucre qui orne le sommet d'un gâteau, roule sur le tapis. Qu'il est petit finalement. Un râle et un choc mat derrière lui. Il reçoit un coup violent dans la cheville qui manque de le faire tomber. L'un des hommes a donné un coup de poing à Julia au niveau du plexus, qui l'a plié en deux comme un maître de poche. Elle se tord sur le sol, souffle coupé. Winston n'ose pas tourner la tête, ne serait-ce que d'1 millimètre, mais à plusieurs reprises, son visage livide et suffocant entre dans son champ visuel.
Malgré sa terreur, il a l'impression d'éprouver sa douleur dans son propre corps, cette douleur mortelle, pourtant moins urgente que le besoin d'air. Il connaît cette sensation, la douleur terrible, déchirante qui est déjà là, mais ne se ressent pas encore parce qu'il faut d'abord reprendre sa respiration. Puis, deux des hommes la soulèvent par les genoux et les épaules, et la sortent de la pièce comme un sac. Winston entrevoit son visage à l'envers, jaune et révulsé, les yeux fermés, une trace de rose sur chaque joue. Telle est la dernière image qu'il aura d'elle. Il ne bouge pas, il fait le mort. Personne ne l'a encore frappé. Des pensées spontanées mais totalement oiseuses lui traversent l'esprit. Il se demande s'ils ont eu M. Charrington, il se demande ce qu'ils ont fait à la femme de la cour. Il se rend compte qu'il a besoin pressant d'uriner, ce qui l'étonne parce qu'il a uriné il y a 2 ou 3 heures. Il se rend compte que la pendule de la cheminée annonce 9 heures, ce qui veut dire 21 heures, sauf qu'il fait trop clair. Le jour devrait baisser à 21 heures un soir d'août, non? Peut-être qu'après tout, Julia et lui se sont trompés. Ils auraient fait le tour du cadran et cru qu'il était 20h30 quand il était 8h30 le lendemain. Mais ils ne creusent pas cette idée, aucun intérêt. Un autre pas, plus léger, dans le couloir, l'attitude des hommes en uniforme noir se fait aussitôt plus retenue. La physionomie de M. Charrington a changé, elle aussi. Son œil tombe sur les éclats du presse-papier. Ramassez-moi ça, jette-t-il sèchement. Un homme se baisse pour obtempérer. Oubliez l'accent cockney. Winston comprend tout à coup que c'était lui, la voix du télécran, quelques minutes plus tôt. M. Charrington n'a pas quitté sa vieille veste en velours, mais ses cheveux, qui étaient presque blancs, sont devenus noirs. Il n'a plus ses lunettes. Il lance à Winston un regard aigu et rapide, comme pour vérifier son identité, puis ne s'occupe plus de lui. Il est encore reconnaissable, mais ce n'était plus le même homme. Son corps s'est redressé, toute sa personne paraît plus imposante. Moyennant de menus changements, son visage a subi une transformation complète. Les sourcils noirs ne sont plus aussi broussailleux, les rides ont disparu, tous les traits paraissent modifiés jusqu'au nez qui est plus court. C'est le visage froid et attentif d'un homme qui peut avoir 35 ans. Winston se dit que pour la première fois de sa vie, il est en train de regarder en toute connaissance de cause un membre de la Mantopolis. Et voilà, c'est la fin de cette lecture, non sans mal. Je vous l'accorde, alors je ne sais pas comment ça rendra, j'espère que la nouvelle configuration du micro sera pas mal. On verra au montage, parce que je ne vais pas tout relire, je vous l'avoue, j'ai enregistré mais je ne le relirai pas tout. Et écoutez, c'est la fin du chapitre 10 et de la deuxième partie du coup. On va entamer la troisième partie. Écoutez, a priori, ça semble mal engagé pour notre ami Winston et Julia, qui normalement, une fois retrouvés et pris de fait, sont effacés. Donc nous verrons bien la suite. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la troisième partie. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, on est en plein août. Il fait très chaud là où je suis chez moi, mais il fait très chaud. Ça donne du mal à lire, donc c'est pour ça d'ailleurs que je disais non sans mal cette lecture, parce que je me suis repris à beaucoup de fois, c'était long, c'était dur, avec cette chaleur qui est très étouffante, donc hydratez-vous bien, humidifiez-vous, prenez-vous des douches, faites attention à vous, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite.